Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Le 31 juillet 2022, sur Twitter, le scientifique français Étienne Klein a fait passer une tranche de chorizo pour un cliché de l'étoile Proxima du Centaure. Le but de son opération était simple, inviter les gens à la prudence quant à la diffusion des fausses images sur les réseaux sociaux. À noter que certains internautes ont trouvé la démarche originale, amusante. D'autres, par contre, ont été un peu choqués, agacés même. Et Étienne Klein a finalement présenté ses excuses, et là je le cite, « Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n'avait rien d'original, a pu choquer. » Dans le magazine Le Point, il continue, sur ce type de réseaux sociaux, les fake news ont toujours plus de succès que les vraies informations. Je trouve que c'est dommage de présenter ses excuses, car l'expérience est juste géniale. Alors pourquoi je reprends cette expérience pour vous parler de manipulation? À mon avis, il y a deux grandes leçons à retenir. Leçon numéro 1, nous gobons littéralement toutes les informations qui s'offrent à nous, sans même les questionner, pour peu que certaines conditions soient remplies. Par exemple, que ce soit des grands médias, ou encore un scientifique reconnu. Si ce scientifique a rapidement avoué qu'il s'agissait d'un canular, c'est aussi parce que les grands médias allaient reprendre l'information. En effet, il a affirmé avoir reçu plus de 200 demandes d'interview dans le monde entier. Klein aurait même déclaré qu'un grand journaliste de BFM TV s'extasiait et qu'il risquait de répandre cette information, alors il lui a signalé que c'était une blague. Une leçon importante à retenir ici, c'est que les médias allaient reprendre l'énoncé d'un seul scientifique pour en faire un sujet, quitte à être dans le faux. Et j'ajoute, Étienne Klein a déclaré « L'un de mes buts était de montrer que la science n'est pas une affaire d'individus isolés qui s'expriment chacun dans leur coin, mais le résultat d'une délibération collective. Le fait que j'ai été le seul à avoir posté cette image aurait dû susciter de la méfiance. Là encore, ce ne fut pas du tout le cas. » C'est pas tout à fait vrai, car le consensus n'est pas garant de la vérité. Un scientifique est limité par ses propres biais cognitifs. Exemple, le biais de confirmation. C'est notre tendance à considérer uniquement les informations qui vont dans le sens de ce que nous avons en tête. Un scientifique peut également subir l'idéologie d'un groupe pour des fonds, des subsides qui ne lui sont pas octroyés s'il ne va pas dans le sens voulu de la recherche actuelle. Le scientifique peut avoir des conflits d'intérêts. Lobby pharmaceutique, boîte dans le domaine agroalimentaire. Prenons un exemple tout bête. Pour avoir bossé dessus, durant des décennies, nous avons été bercés par des injonctions nous rappelant que la cigarette n'était pas mauvaise pour la santé, que la nicotine n'était pas une substance addictive. Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. I don't believe that nicotine or our products are addictive. Un doute entretenu très longtemps par des médias peu regardants, des scientifiques payés par cette industrie pour produire des études sur le sujet, et un système qui se nourrit finalement de ces produits nocifs, l'État. En France, par exemple, plus de 82% du prix d'un paquet de cigarettes revient à l'État. En Suisse, on parle de 51,8% d'imposition. Vous comprenez finalement que notre société ne tourne pas rond. De quoi remettre en perspective, par exemple, que l'État vous veut du bien, que les politiques servent les intérêts du grand public. Et finalement, de quoi justifier le fait de ne pas tout accepter sans réfléchir par des contre-lectures. Un article vient de paraître sur Creapills, comme quoi la plateforme de streaming HBO Max a décidé de supprimer ou de photoshopper les cigarettes visibles sur des affiches de films dits cultes. Tout ceci dans le but de lutter contre la consommation de tabac, de ne pas inciter le jeune public. HBO prend la liberté ainsi de s'attaquer à des monuments du cinéma. Le journaliste de Creapills de rappeler que cette démarche ne fait pas l'unanimité car les visuels des affiches après deviennent un peu bizarres. Maintenant, si on va plus loin dans la réflexion, on s'aperçoit que ce jeune public n'est peut-être pas touché par ce type de contenu. Et donc finalement, ça rend caduque le fait de supprimer ou de photoshopper ces cigarettes sur les affiches. Une deuxième leçon à retenir, c'est pour quelles raisons les connaissances scientifiques sont-elles remises en cause ? Pourquoi sont-elles discutées au comptoir de l'opinion publique ? Revenons un peu en arrière pour comprendre comment on construit déjà la connaissance scientifique sans rentrer trop dans le détail. Il y a deux termes que j'ai envie de vous donner. Une démarche qu'on appelle hypothético-déductive qui consiste
à partir de savoirs existants, des articles de recherche, des thèses de doctorat, des ouvrages, bref des éléments sur lesquels vous allez construire votre réflexion théorique, vos hypothèses, et même dans cette approche, il y a un problème, car le chercheur va privilégier une piste plutôt qu'une autre. Je vous donne un exemple tout bête. Prenons quelqu'un qui souhaiterait comprendre l'impact du jeu vidéo violent sur le comportement du jeune. En allant sur Google Scholar, le Google des universitaires, vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui vont avoir des résultats qui indiquent que le jeu vidéo violent facilite et entraîne les pulsions violentes d'un individu. Alors que vous trouverez d'autres études qui vont démontrer que pratiquer un jeu vidéo violent est une forme de catharsis. Ça vous permet d'évacuer ces pulsions profondes. Qui a raison dans l'histoire? Deuxième démarche pour produire de la connaissance scientifique. L'observation. J'observe ce qui se passe dans le monde et j'en déduis que ça marche ainsi. On appelle ça la démarche inductive. Après, on va confronter nos observations à des cadres théoriques existants. Un autre sous-point dans cette réflexion sur la manipulation, le mécanisme de la preuve sociale. Imaginez que vous êtes dans une librairie, vous n'êtes pas encore décidé à acheter un livre. Vous voyez la mention 2 millions d'exemplaires vendus. Hop, en 2 temps, 3 mouvements, vous prenez le livre en main, vous regardez le contenu derrière et vous vous rendez tranquillement à la caisse pour l'acheter. Que s'est-il passé? Lorsque nous cherchons à définir ce qui est bien, dans certaines situations, encore plus en période d'incertitude ou de peur, nous essayons de comprendre quel serait le bon comportement à adopter. Or, nous allons nous caler sur ce que les autres pensent être bien. On va les observer et on va reproduire. Le gros problème dans tout ça, c'est que nos observations peuvent être erronées, puisque les individus qui nous entourent peuvent être également à la recherche d'une preuve sociale. Autre point important qu'il convient de rappeler dans cette réflexion de ce que nous croyons être la vérité, la répétition de l'information. Il y a une théorie très connue en psychologie sociale appelée la théorie de la simple exposition. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette théorie? Plus nous sommes exposés à un stimulus, ça peut être une idée, une prescription comportementale, un message commercial, plus nous allons l'apprécier, sans faire le lien entre notre attitude, notre opinion et cette exposition répétée. Donc vous l'avez bien compris, nous pouvons apprécier des choses à force d'y être exposés sans forcément faire le lien au final sur le fait que cette appréciation est due à un taux d'exposition et de répétition élevé. J'ai envie de vous parler du concept d'illusion de profondeur explicative. Il s'agit de notre tendance à surestimer notre capacité à expliquer les choses. Demandez par exemple à quelqu'un si la Terre est plate. Il vous répondra que non. Demandez-lui alors de vous expliquer pour quelle raison. Et là, vous allez voir qu'il ne reste plus beaucoup de personnes au portillon avec des explications scientifiques. On retrouve cela sur des sujets du quotidien, en santé publique, sur les inégalités sociales, les représentations politiques, les discours officiels sur les minorités. Bref, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est simplement le fait que quand on voit une information qui est reprise en boucle, de manière répétée, continue dans les médias, voire même de la part de scientifiques, il ne faut pas hésiter, si le sujet vous interpelle, d'aller vous documenter dessus. Comment mettre en œuvre une révolution sans couper de tête? Eh bien peut-être en commençant par interroger les questions. De comprendre les arguments des détracteurs et des personnes qui y sont convaincues. Vous allez disposer alors d'un corpus de connaissances plus important, vous permettant de façonner une opinion un peu plus précise. Mais attention, est-ce la vérité pour autant ? Aujourd'hui, dans les médias, il y a à boire et à manger. Quelquefois, vous allez trouver des journalistes d'investigation qui vont creuser très très loin un sujet et qui auront été voir un peu toutes les facettes de l'objet de recherche. Là, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous n'avez pas un parti pris unique, une vision dogmatique, religieuse du sujet. Vous avez une vision plus globale. Or, le gros problème, comme on l'a vu avec cette expérience pour le chorizo, c'est que certains dans la profession naviguent d'une information à une autre, font du copier-coller rapidement, sans trop questionner cette même information pour peu que la cible soit crédible. Pour comprendre comment Étienne Klein a pu avoir autant de succès auprès des médias, je pense qu'on ne peut pas mettre de côté un phénomène, la crédibilité de la source. Or, si on regarde de plus près, l'effet de la crédibilité de la source est très puissant, notamment lorsqu'on rappelle l'identité même du communicant. On revient au concept de répétition. Alors voilà, l'émission est terminée, j'espère que tu as eu du plaisir. Si tu souhaites plus de contenu de ce type, n'hésite pas à soutenir la chaîne Cerveau et Conso sur YouTube en t'abonnant, en activant la cloche de notification et bien sûr à t'abonner au compte TikTok. À bientôt.